Bonsoir, nous sommes le 13 mai, le 7-8, l'actu tous les soirs à 18 h sur TV Fil 78. Voici les principaux titres que nous allons développer. L'association des paralysés de France entend faire respecter les mesures prises ces dernières années autour de l'accessibilité des représentants de toute la France présents pour un appel lancé place de la République à Paris aujourd'hui. Alain Lamassoure, tête de liste UMP présent à Marly-le-Roi lundi soir à un meeting pour rassembler ses troupes, alors que dans le département, Henri Guénaud annonce qu'il ne votera pas pour lui. Retour sur le plus grand tournoi de poker associatif jamais organisé, c'était au Vélodrome de Montigny-le-Bretonneux, 2000 joueurs présents, un tournoi pour le plaisir où l'argent était banni. Et puis vous entendrez aussi sur ce plateau ce soir le témoignage d'une ressortissante ukrainienne installée à Versailles alors que la situation reste très tendue dans son pays au lendemain d'un référendum contesté. Pour le moment, nous sommes en ligne avec Liliane Morelec, responsable départementale de l'APF dans les Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir Liliane Morelec, si vous nous entendez. Voilà, nous devrions établir la communication. En tout cas, nous n'avons pas le retour sur ce plateau. Liliane Morelec, représentante de l'APF, qui devrait être en communication avec nous. Vous êtes à Paris. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes à Paris où cet après-midi, 100 personnes de l'association se sont exprimées place de la République afin d'obtenir enfin une accessibilité de la France, des bâtiments accessibles pour toutes les personnes en situation de handicap. Ce que vous dénoncez, ce sont les reports de plus en plus fréquents alors que la loi date déjà d'il y a une dizaine d'années et qu'elle devait permettre des améliorations pour votre quotidien, c'est bien ça? Oui, c'est même au-delà. C'est même au-delà, puisque la loi devait déjà être passée sur l'accessibilité en 1975. Et après, ça a été reporté à 2005, et maintenant 2015, et maintenant on reporte encore pour pour 3 années, 6 années ou 9 ans, suivant et c'est intolérable. Selon les types d'établissements, mais qu'on comprenne bien justement les difficultés qui sont rencontrées, vos difficultés, celles des personnes qui ont témoigné entre 11 h et 15 h aujourd'hui lors de cette mobilisation qui était organisée, je rappelle, par l'APF. Quelles sont vos difficultés au quotidien? Tous les responsables de département étaient là pour témoigner. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez concrètement, que le grand public comprenne? Ce sont des transports en commun qui ne sont pas accessibles, ce sont des mairies dans lesquelles vous ne pouvez pas vous rendre? Transports en commun inaccessibles, avec des plateformes qui ne fonctionnent pratiquement jamais quand elles y sont. Les bâtiments publics qui ne sont toujours pas mis aux normes. Il y a des mairies qui ne sont même pas encore accessibles. Il y a les écoles, les emplois. Tout reste à faire, il n'y a rien qui est fait réellement. Quels sont les résultats pour l'instant de cette mobilisation que vous avez organisée? Vous avez le sentiment d'avoir été entendu? Il y a aussi une pétition, plus de 170 000 signatures à ce jour, une pétition pour l'accessibilité. Oui, exactement, et on compte même aller plus loin pour voir si les gens répondront à notre appel. Mais quels sont les retours des politiques justement avec ces lois qui sont continuellement, perpétuellement reportées? Est-ce qu'on vous apporte des explications? Est-ce que les lois, les gouvernements font un peu la sourde oreille. Ils nous écoutent pas. Vous avez le sentiment d'aujourd'hui ne pas être entendu? C'est là la colère justement. Merci Liliane Morelec d'avoir été en ligne avec nous, responsable départementale de l'APF dans les Yvelines. Et je reprécise que vous viendrez demain sur ce plateau. Nous aurons l'occasion de développer un peu plus en profondeur ces problématiques que vous rencontrez au quotidien. L'APF mobilisée aujourd'hui pour une meilleure accessibilité et ce, dès aujourd'hui et pas dans une dizaine d'années comme le prévoient les nouveaux reports de loi. Merci à vous Liliane Morelec. Merci. Si vous habitez sur Versailles, sachez que la grève, tout autre sujet à présent, de Phébus se poursuit. 26 lignes de bus à l'arrêt. Le dépôt des Mortemais est bloqué par 200 salariés qui sont en colère. Ils réclament une hausse de salaire de 5% sur l'année, une réévaluation de 89 € également de la prime spécifique versée aux jeunes embauchés. La direction refuse de négocier dans ces conditions pour l'instant et la grève se poursuivra demain. Il n'y aura toujours pas de bus sur Versailles, pas de service assuré par la société Phébus. Européenne, 31 listes qui se présentent en Île-de-France. Record battu alors que l'abstention devrait être très forte. Le 25 mai, 15 eurodéputés seront en tout cas désignés sur notre circonscription. L'UMP entend bien surfer sur la vague de contestation à l'encontre du gouvernement socialiste en France. Reste actuellement que la montée du Front National et la division interne à l'UMP compliquent un peu la campagne. Nous étions hier au meeting mené par la tête de liste Alain Lamassoure à Marly-le-Roi. Le reportage.
Dans l'ouverture même que représente notre famille politique, qu'est l'UMP, et au-delà de la famille politique de l'UMP, soutenait Alain Lamassoure en Île-de-France. L'union de l'UMP derrière le candidat Lamassoure en Île-de-France. Le message adressé lors du meeting de Marly-le-Roi par le sénateur Gérard Larcher est clair. Un message repris un peu plus tard dans la soirée par Valérie Pécresse, chef de file de la formation dans le département, et qui entend mettre fin à la polémique lancée par le député Henri Guénaud, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy. Je ne soutiendrai pas la campagne de M. Lamassoure. Je ne voterai pas pour l'incarnation d'une ligne qui est à l'opposé non seulement de ce que je pense, mais de ce que je crois être l'intérêt de mon pays. Écoutez, c'est son problème. Moi, ce que je constate, c'est que l'UMP est totalement unie sur le projet européen que nous avons mis au point entre tous les dirigeants de l'UMP depuis 4 mois maintenant, alors que le sujet européen a fait exploser le Parti socialiste. Eurodéputé sortant de la circonscription du Sud-Ouest, Alain Lamassoure entend surtout concentrer ses efforts sur son principal rival, le Front National, deux partis au coude à coude dans les sondages. Madame Le Pen a au moins le mérite de ne pas cacher son jeu. Son slogan, c'est « Détruire l'Europe ». Votez pour moi, je vais détruire l'Europe. Or, je sais que beaucoup de Français qui ont ras-le-bol, qui veulent exprimer un mécontentement, à la limite, qui veulent dire « merde », ne veulent pas détruire l'Europe. Ce que nous voulons, nous, UMP, et notre famille politique, le PPE et la CDU allemande, c'est changer ce qui va mal en Europe et utiliser l'Europe, nous servir de l'Europe. L'Europe ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Axe principal du programme de l'UMP, faire une Europe à géométrie variable, par exemple sur les questions d'immigration en négociant avec les États du Nord de la Méditerranée, ou encore dans le domaine du nucléaire en se rapprochant du Royaume-Uni et de la Finlande. Et pour relayer ses idées dans les Yvelines, Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt, 7e sur la liste UMP. En 2009, l'UMP était arrivé en tête en Île-de-France, raflant 5 sièges au Parlement. 6e volet à présent de notre série dédiée à l'Europe. Depuis la semaine dernière, nous voyons ensemble le rôle de l'Union dans notre vie de tous les jours, des implications très concrètes. Ce soir, il est question d'environnement. C'est toujours au micro de Catherine Zulato. L'Union européenne fait beaucoup pour l'environnement, notamment déjà dans sa politique générale. L'Union européenne est une organisation internationale qui en fait a des engagements en matière d'environnement qui sont parmi les plus contraignants. Dans la dernière stratégie de l'Union européenne, on a un plan environnement qui est très important, qui dit 20% d'énergie renouvelable en plus, pour 20% de CO2 en moins, pour 20% d'efficacité énergétique en plus. Voilà. Ça, c'est le schéma général que les États doivent respecter. Après, l'Union européenne intervient aussi de manière plus locale, notamment via ce qu'on appelle les capitales européennes vertes. Et donc, tout simplement, là, ça vise à récompenser les villes qui ont fait un effort particulier en matière d'environnement. J'ai envie de dire, ce label de capitale européenne verte, c'est véritablement une récompense. Ça permet de faire valoir son attractivité et donc de développer le tourisme en la matière. L'Union européenne aussi intervient via ce qu'on appelle l'écolabel. Alors là, c'est plus pour la fabrication des produits. Donc si des produits veulent bénéficier de cet écolabel, ils doivent démontrer via tout un dossier, tout un tas d'études, qu'effectivement, dans leur processus de fabrication de ce produit, l'environnement est respecté jusqu'au bout. L'Union européenne a imposé que les sacs plastiques soient biodégradables. Voilà. L'Union européenne est intervenue, le Parlement européen est intervenu en la matière pour voilà, que les produits, les conteneurs, tout ce qui est sac plastique, sac papier en la matière soit biodégradable et donc que l'environnement puisse le supporter. Une dernière manière pour l'environnement, pour l'Union européenne de faire respecter l'environnement, pour tout ce qui est notamment les ordinateurs, les imprimantes et tout ça, l'Union européenne soutient et met en œuvre ce qu'on appelle un programme qui s'appelle Energy Star et donc qui vise à lutter contre tout simplement la surconsommation électrique de ce type d'appareil. Et ces différents reportages autour des implications concrètes de l'Union dans notre vie de tous les jours sera encore à retrouver demain, prochain module demain, et ça continuera comme ça jusqu'au 25 mai, jour du scrutin européen, jour unique tour de scrutin pour les européennes. Autre sujet, vous l'avez peut-être vu dans le ciel il y a quelques jours pour le compte de RDF. Un hélicoptère a survolé le nord des Yvelines pour inspecter le réseau électrique. Une mission réalisée à l'aide d'un nouveau système de prise d'image en 3 dimensions. Anthony Reich et Jonathan Villeman. ERDF survole ces lignes électriques depuis de nombreuses années, mais cette fois-ci, le système utilisé est révolutionnaire. À l'aide de ses 7 capteurs et d'une caméra embarquée fixée sous le poste de pilotage, l'appareil dresse une cartographie en 3 dimensions des zones survolées.
L'objectif, c'est bien d'améliorer la qualité de fourniture en détectant de manière préventive d'éventuelles usures qui pourraient générer des défauts, mais également de mieux préparer nos campagnes d'élagage. Grâce à des images géolocalisées, cette technologie permet de mettre à jour la cartographie des lignes et de connaître par exemple la distance entre une ligne électrique et des zones boisées. En fonction de l'espèce végétale, le logiciel informatique permet d'établir le moment propice d'élagage. On a des moyens complémentaires au sol, des points fixes qui sont mesurés tout au long du projet. Chaque jour, ils sont renouvelés en fonction de la ligne qu'on doit visiter pour affiner les données GPS de l'hélicoptère et positionner nos produits avec une précision allant qui ne dépasse pas 20 cm. Depuis fin 2013, ERDF est en phase d'expérimentation sur l'ensemble du territoire français. Les techniciens yvinois doivent effectuer d'ailleurs une formation dans les prochaines semaines. Le département compte plus de 5500 km de lignes à haute tension, dont 830 sont aériennes. 2000 amateurs de poker présents au Vélodrome de Montigny-le-Bretonneux, le plus grand tournoi de poker associatif jamais organisé qui s'est déroulé ce week-end dans les Yvelines. Pas d'argent en jeu, juste le plaisir de se retrouver autour d'une table. Claire Cambier. 2000 joueurs de poker, un record mondial pour un tournoi amateur. Réunis au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, ces passionnés se sont affrontés durant 4 jours, du 8 au 11 mai. À côté des cyclistes qui s'entraînaient, les joueurs tentaient d'enchaîner les bons coups, faire un rush, comme on dit dans le jargon, à l'aide de bonnes mains ou au bluff. Les joueurs sont venus de toute la France, 222 clubs, tous amateurs. Ici, pas d'argent en jeu. La compétition est financée par des sponsors, tout comme les lots, le premier prix, un voyage à Las Vegas et une place pour un grand tournoi. Mais dans l'esprit de tous, on vient ici pour le plaisir du jeu avant tout. Le poker, c'est pas qu'un jeu d'argent, c'est aussi un jeu où les gens sont là pour passer une excellente journée ensemble et se rencontrer et se faire des bonnes journées, des bonnes soirées. Vincent n'a pas réussi à se qualifier pour le main event et tente, comme les autres sorties, de gagner le side event. Nicolas a lui encore ses chances. Il est l'un des quelques professionnels à participer à cet événement. Voilà, donc deuxième main du poker. J'ai l'habitude de faire des tournois amateurs, donc je m'entends très bien avec eux. C'est génial parce qu'ils sont tous passionnés. Ça me permet en même temps de voir tout le travail que moi j'ai accompli en termes de niveau, parce que comme je joue qu'avec des joueurs professionnels, je me rends moins compte de mon niveau que quand je joue avec des joueurs amateurs. Il est l'un des 100 meilleurs Français, mais cela ne l'empêchera pas de se faire sortir de table par un amateur. Il finira 91e. Pour le club organisateur de Voisins, le tournoi est en tout cas un grand succès. C'est un pari complètement fou. 1 an et demi de préparation, c'est tout juste énorme, comme dirait mon ami Yannick Léroffré. Donc c'est vraiment beaucoup de travail, mais on est récompensé donc par un tel événement et par autant de remontées positives de nos joueurs. En fait. La victoire est revenue à Stéphane Arnaud d'Issy-les-Moulineaux. Du sport à présent et du rugby avec les 32e de finale du championnat de France de Fédéral 3. Plaisir qui a réalisé une belle prestation et qui se qualifie pour la suite de la compétition. Anthony Reich. Pour croire à la qualification, Plaisir se devait de l'emporter face à Pulboro. Mais sous la pression, la machine jaune et bleue semble s'enrayer. On assiste alors à un brouillon de rugby des deux équipes. Entre faute de main et pénalité ratée, l'atmosphère devient irrespirable à Robert Barran. Comme souvent cette saison, c'est dans le combat que le PRC va retrouver la lumière. À la demi-heure de jeu, les avants jaunes et bleus pilonnent les 22 mètres charentais. Pulboro finit par craquer. L'essai n'est pas transformé. Le PRC mène 5-0 et s'offre le droit d'y croire. Mais c'était sans compter sur la révolte de Pulboro qui obtient une nouvelle pénalité à quelques secondes de la mi-temps. Mais le ballon semble ne pas vouloir passer entre les poteaux une nouvelle fois. En deuxième période, la pluie s'en mêle, mais pas de quoi perturber les joueurs de Philippe Béard qui passent en mode barbelé. À un quart d'heure de la fin du match, Pulboro a une nouvelle opportunité de débloquer son compteur, mais le pied de l'arrière continue son récital de pénalités ratées et permet à tout Robert Barran de respirer. Alors qu'il reste encore quelques secondes à jouer, mêlée, introduction plaisir. L'arbitre délivre le peuple jaune et bleu. Le PRC s'impose 5-0 et met fin à la malédiction des 32e de finale.
5-0, on aurait signé avant le match, c'est ce qu'on disait, même 5-0 ça nous suffit, donc c'est ce qui s'est passé. On n'a pas réussi à mettre notre jeu en place, mais bon, on a été vaillant en défense. Je pense que voilà, l'essentiel c'était d'assurer la victoire, on l'a fait aujourd'hui. Après, ça fait 4 ans qu'on échoue à ce niveau-là de la compétition. On passe un tour cette année avec cette équipe, c'est la concrétisation du travail, c'est cool quoi. Nous allons à présent aux frontières de l'Europe, en Ukraine. Bonsoir à Liana Panasevich-Benke. Merci d'être venue ce soir. Vous êtes ukrainienne, vous résidez dans les Yvelines, à Versailles. On va parler avec vous de la situation dans votre pays, la façon dont vous vivez également les événements. Je précise que vous êtes membre de l'association yvelinoise Perspective ukrainienne. Tout d'abord, expliquez-nous les raisons de votre présence en France. Vous êtes installée depuis longtemps sur le territoire. Depuis 7 ans. Je suis en France, je suis mariée. C'est plutôt pour une raison familiale, je suis ici. Et bien sûr, je suis très contente de vivre, être en France, mais mon cœur est comme toujours avec mon pays natal. Et vous avez encore de la famille installée forcément en Ukraine. Dans quelle région? Dans la ville qui fait parfois peur, c'est ville Lviv, juste à côté de la Pologne. La frontière, on a 90 km qui nous séparent de l'Europe. Et on est un peu inquiet. Vous êtes en contact justement régulièrement avec votre famille, vos proches qui sont installés là-bas. Quelles sont les informations? Eux, comment vivent-ils là-bas la situation? Et puis vous, à distance, comment la vivez-vous? Les gens sont stressés, bien sûr. Tout le monde attend que ça s'arrête. Mais vous savez peut-être que tout dépend maintenant un peu de M. Poutine, qui ne laisse pas vraiment tranquille. Et je pense que c'est un seul voisin qui ne voulait pas vraiment vivre en calme et en paix. Les insurgés pro-russes de l'Est de l'Ukraine qui revendiquent ce oui massif au projet d'autonomie de cette région de l'Est de l'Ukraine. C'était ce week-end, la population a été consultée le dimanche 11 mai, référendum et qui a été jugé illégal par Kiev, qui doit entériner la souveraineté étatique, selon la question qui a été posée en russe et en ukrainien également. Alors vous, comment vous vivez ce référendum? Est-ce que vous avez le sentiment que ce référendum est fidèle à l'avis de la population sur cette finalement indépendance de cette région qui permettrait ensuite de se rattacher à la Russie? Premièrement, je rappelle ces gens-là pas les insurgés, mais les séparatistes. Comme dans chaque pays, les gens qui provoquent la séparation. Ils sont bien sûr sous peine criminelle. Chez nous, c'est à peu près 15 ans de prison. Normalement, ça attend chaque qui vous sépare de notre pays. Pas seulement séparer, mais tout de suite le rattacher à Russie. Le but, il se voit tout de suite. Bien Donc, sûr. Ce sondage n'est pas conforme à l'avis de la population. La population ne veut pas d'indépendance et ensuite un rattachement à la Russie. Tout à fait. Directement. Et en fait, c'est même pas un référendum, c'est un cirque, c'est une clonade parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas légitime et surtout sous les Kalachnikov avec les gens qui sont tués à gauche, à droite, avec les événements, c'est pas possible. Vous attendez quoi pour l'avenir de votre pays? Une prise de position plus forte de l'Europe aussi face à cette situation, que l'Europe affirme ses décisions face à la Russie notamment? Tout à fait, tout à fait. Nous attendons tout ça parce que c'est la première fois que mon pays il a dit non à notre voisin et on attend maintenant que c'est vraiment l'Europe qui dira non. Il faut laisser l'Ukraine passer cette route. Il faut qu'il fasse sa vie à elle, qu'il commence. C'est un pays indépendant comme tous les autres et on a beaucoup de voisins. Pas tous sont les amis malheureusement, mais on peut être bien les voisins et vivre en paix sans vouloir chaque jour attraper petit morceau de votre pays. Alors justement, quels ont été les rapports depuis toutes ces années avec la Russie? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a toujours été conflictuel, compliqué d'échanger avec ce pays voisin lorsque vous étiez en Ukraine, par exemple? Première fois, mon pays, il ose faire dire quelque chose et c'est pour ça que la situation elle se complique. Sinon, on a senti toujours la présence de la Russie, bien sûr, dans un tas de choses, dans un tas d'actions politiques, économiques. On avait chaque hiver, on avait cette pression avec du gaz, vous savez bien. On vous coupe pas, on vous augmente pas. Jusqu'à maintenant, c'était seulement le gaz, les guerres plutôt économiques. On achète vos chocolats, on n'achète pas. Et maintenant, c'est plus sérieux parce qu'on voit vraiment notre volonté, vivre notre vie.
Les contacts avec l'Ukraine aujourd'hui sont compliqués. Vous arrivez à entrer en contact facilement, vous, avec vos proches là-bas encore? Oui, bien sûr. Dans mon région, c'est totalement calme. À Lviv, Kiev, même Odessa, ça pose pas de problème. Moi, vous réussissez à avoir des informations du terrain et de vos proches. Je peux vous dire même plus que j'ai planifié cet été-là un voyage chez moi en Ukraine. Vous n'avez pas peur de retourner dans votre pays pour l'instant? Non, pas du tout. Cette semaine-là, nous accueillons en France deux blessés des Maïdan. Ces gens-là, ils ont perdu les yeux. Chaque garçon a un œil, c'est déjà beaucoup. Si vous avez 19 ans, 26 ans. Et ces gens-là, ils ne regrettaient rien parce qu'il était sans armes, sans kalachnikov, main vide. Et il a risqué sa vie pour mon pays. Vous allez les accueillir en France? Ils sont déjà en France. Ils vont subir des opérations. Et ça, c'est fait dans le cadre de l'association Perspective Ukrainienne, justement? Non, pas vraiment. C'est une autre organisation qui s'est fondée rapidement. C'est 12e Maïdan, si vous voulez. Ça s'appelle chez nous Automaïdan. Et on essaye d'aider mettre les blessés ici en France ou ailleurs où on peut le soigner mieux. Bien sûr, on le paye. Parfois, c'est gratuit, mais normalement, on essaie de faire quelque chose, au moins quelque chose pour ces gens-là, pour aider. Alors on le voit, vous restez impliqué, proche de votre pays et vous soutenez justement ces personnes qui subissent les conflits actuellement. Mais en France, avez-vous le sentiment d'être bien informé? Est-ce que vous vous intéressez à la situation en Ukraine? C'est notre question du jour, micro-trottoir. Je pense que c'est extrêmement choquant et c'est horrible ce qui se passe là-bas, ne serait-ce que pour la population. Et la France devrait faire quelque chose pour sortir les gens de cette situation-là. Elle est moche. On a autre chose à faire que de faire la guerre. Pour moi, l'Ukraine, c'est pas la Russie. Pour moi, l'Ukraine est indépendante. Eh bien qu'elle est catastrophique. Et je vois pas trop quelle peut être la solution actuellement. Parce que faire céder les Russes, ça me paraît peu probable. De ce que je sais, c'est que c'est quand même pas forcément tolérable comme situation. Je sais ce que disent les infos et je pense qu'il y a énormément d'enjeux politiques qui nous sont cachés et surtout aussi des enjeux pétroliers. Au cours de ce micro-trottoir, on a entendu les réactions des différents Saint-Quentinois, d'Yvelinois qui sont intéressés et qui suivent l'actualité dans l'Ukraine, dans votre pays. Et on a aussi entendu faire céder les Russes, ce sera impossible. Vous pensez qu'aujourd'hui la situation peut s'inverser ou que fatalement cette partie de l'Ukraine va être attachée à la Russie? Autant qu'une Ukrainienne, je dis on va faire tout jusqu'au bout, on va se défendre si on n'a pas de choix, si on est seul, c'est le pays qui nous aide, qui nous protège. On n'a plus des armes nucléaires, on n'a rien maintenant. Et je pense que la communauté européenne, États-Unis, tout le monde qui vit en paix, il doit arrêter un peu, stopper la Russie. Je comprends bien qu'il a les raisons économiques très fortes, mais quand même, ça ne va pas rester sur ça. Ça va continuer. Il y a d'autres pays. Donc il faut une prise de position. Tout à fait, plus forte de la part de l'Europe, de la France également. Une dernière question pour vous. La communauté ukrainienne en France, dans les Yvelines, est importante? Est-ce que vous êtes nombreux? Je ne peux pas dire ça. Non, la communauté ukrainienne en France, elle n'était jamais forte. On avait quelques vagues d'immigration, mais c'était toujours plutôt faible. Notre plus grande communauté, c'est Canada, c'est États-Unis, Angleterre, Argentine. En France, malheureusement, on n'est pas beaucoup, mais on essaie d'être efficace. Très bien, merci beaucoup d'être venu en plateau nous expliquer comment vous viviez cette situation dans votre pays, vous qui êtes installé dorénavant dans les Yvelines à Versailles. Et vous allez retourner en Ukraine, vous nous l'avez dit, dans les prochaines semaines. Merci. Je vous invite. Merci. Le journal revient à demain, mercredi, même heure, le 7-8, l'actu avec le meeting d'Aymeric Chauprade de Chesnay, le candidat Front National aux Européennes. C'est ce mardi soir à 20h30 en présence de la députée Marion Maréchal Le Pen. Nous parlerons également des 150 ans de la Croix-Rouge. Excellente soirée.